Bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui, on va parler des 4 tomes de Dragon. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais juste prendre 2 minutes pour vous parler de ceci. Je suis très heureuse de vous présenter mon premier petit livret de tables aléatoires. Alors ce sont des tables qui vous permettent de faire des PNJ sur le pouce. Elles sont toutes très rapides à utiliser et elles sont hyper utiles en solo pour pouvoir facilement se rendre un petit peu compte de qui est notre interlocuteur. Ce petit livret est illustré et il est entièrement créé artisanalement chez moi. Orienté médiéval fantastique, j'ai décidé de vous proposer des tables en fonction du type de PNJ que vous rencontrez, de sa situation financière ou de sa localisation. Toutes les tables sont conçues pour être utilisées avec un D20, ce qui vous évite d'avoir à lancer 2 dés et à changer de dés pendant que vous êtes dans votre partie. Si vous êtes intéressé, il est sur ma boutique et sachez qu'en plus de la version physique, vous pouvez y trouver la version PDF. Je vous ai proposé pour celle-ci un prix libre, ce qui vous permet de pouvoir soutenir ma petite entreprise. On revient maintenant sur Dragon, et avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler un petit peu de ces 4 livres. Donc là, j'ai pas mis les 4 directement sur mon bureau parce que ça prend pas mal de place. Mais en tout cas, sachez que Dragon, c'est un livre qui est entièrement compatible avec Donjons et Dragons, et encore plus que ça, il peut remplacer Donjons et Dragons car vous avez la totalité des règles de base. Les 4 livres ainsi que les campagnes à part sont tout en français, ce qui me fait très plaisir. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'ils sont disponibles au format PDF avec un prix libre, donc vous pouvez vous les procurer et même commencer Donjons et Dragons avec très facilement. Alors si on a Donjons et Dragons, quel est l'intérêt du coup de posséder Dragon, vu que les règles du coup sont les mêmes, la même utilisation, qu'est-ce qui différencie entre les deux ? La première grosse différence que vous allez voir en les consultant, c'est que les règles ne sont pas expliquées de la même façon. Ce sont bien les mêmes, mais ils ont essayé d'avoir une autre approche. Les 4 livres sont composés de l'aventurier, que vous voyez ici, du grimoire pour tout ce qui concerne les sorts, de créatures pour tout ce qui concerne du coup les monstres et les PNJ, et pour finir de encyclopédie qui va vous parler du monde. Alors la première chose qui marque en ouvrant ce livre, c'est la beauté des dessins qui sont dedans. C'est un livre qui est vraiment complètement illustré, ils ont vraiment travaillé sur un côté vieux grimoire, et j'ai beaucoup apprécié ça. Les illustrations sont super jolies et en plus elles sont très variées. Beaucoup des dessins, des classes, des races, etc. sont assez différentes de ce que propose Donjons et Dragons, et ça donne beaucoup d'idées pour de nouvelles aventures, de nouveaux personnages, pour essayer de voir les choses sous un autre prisme. Mais on a assez parlé de la forme, ça j'imagine de toute façon que c'est une question de goût. On va parler très rapidement du système modulaire. Alors qu'est-ce que c'est ? En fait le système modulaire, c'est un ensemble d'options que vous pouvez ajouter dans votre jeu. Certaines de ces options sont des options qui vont vous pousser à plus vous fier au hasard ou à avoir des difficultés dans le jeu pour rehausser un petit peu le niveau. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant pour le solo parce qu'on a des fois envie d'une aventure qui soit un petit peu différente. Une aventure qui soit plus poussée sur l'intrigue ou qui soit une aventure de survie un peu en milieu hostile plus compliqué. Et du coup, ça répond assez bien à ce type de besoin, ça vous aide à aiguiller votre personnage vers les bonnes directions. Alors je fais un petit disclaimer, comme toujours, je ne suis pas une spécialiste de Dragon, je ne suis pas une spécialiste de Donjons et Dragons. Donc il est possible que j'oublie des choses, qu'il y ait des choses que j'ai sautées ou que je ne l'ai pas lues, ou que je fasse des erreurs tout bêtement. Si ça arrive, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis toujours contente d'apprendre de nouvelles choses et ça aidera sûrement les autres. Un élément qui est assez important dans Dragon, c'est l'éveil. Donc comme dit, ce n'est pas obligatoire, mais l'éveil en fait, ça consiste à dire que votre personnage qui va avoir des pouvoirs n'en a pas, ou n'en a pas encore, ou peut-être n'en aura jamais. C'est assez rigolo comme système, ça demande à ce que votre personnage vive un moment vraiment unique pour débloquer ses pouvoirs. Alors ça va être à vous de voir, mais en gros, dans l'idée, ça va être un combat vraiment épique où ça va venir lui sauver la mise, ou alors
ça va être la rencontre avec une divinité ou par rapport à ses prières ou ce genre de choses. J'ai trouvé ça assez rigolo parce que ça donne pas mal de rebondissements dans des parties qui se veulent des fois un peu classiques quand on commence et qui prennent des tournures assez étonnantes. Dans les choses qui peuvent être un peu plus difficiles, encore à titre d'exemple, il y a la possibilité que la magie laisse des traces visuelles ou odorantes. Du coup, par exemple, si un magicien a lancé une boule de feu dans une pièce, il est possible qu'il y ait une odeur de magie très forte qui persiste très longtemps dedans. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que du coup ça pousse à réfléchir autrement, surtout quand on joue seul, on a tendance à vouloir être un peu plus discret, à faire un peu plus attention que personne ne nous suive, à essayer d'utiliser un peu plus souvent la surprise que quand on est en groupe et qu'on peut plus se permettre de foncer dans le tas. Et du coup ça fait réfléchir un peu différemment parce que utiliser la magie pour des petites choses, même allumer un feu, ça vaut pas toujours le coup finalement. Dans les autres choses qui m'ont énormément plu pour le solo dans ces livres et qui fait que du coup je m'en sers, j'ai l'impression même plus souvent que les livres de base de Donjons et Dragons, c'est qu'ils sont rentrés plus en détail dans certains aspects du jeu qui sont des aspects finalement qui sont pas si importants quand on joue sur table, mais quand on est en solo, il est parfois un peu difficile de trouver le bon prix pour certains objets, de connaître les différentes possibilités d'achat chez des marchands ou ce genre de choses. Et par exemple, moi j'avais énormément bugué à un moment parce que j'arrivais pas à trouver une technique qui me permettait de chercher des objets magiques sans que ce soit d'un côté pété et puis d'un autre que j'en ai jamais, puisque c'est quand même en solo quelque chose qui est sacrément utile comme on galère un peu. Dans cet exemple-là, au niveau du livre, il propose un petit tableau qui fait que en fonction de la rareté de l'item que l'on cherche, dans quel genre d'endroit on va les trouver. Par exemple, les objets très courants sont trouvables dans n'importe quel hameau, alors que les objets rares vont être vraiment que dans des villes-mondes, donc de très grandes cités, avec généralement beaucoup de marchands et ce genre de choses. Ce sont des équilibrages qui paraissent un peu logiques et qui sont tout bêtes, mais de les avoir décrits, c'est quand même quelque chose de très pratique, parce que quand on gère plusieurs paramètres dans sa partie, des fois on est un peu perdu, on ne sait plus, et on essaye de trouver quelque chose qui soit un peu équilibré et c'est vraiment agréable de l'avoir sous les yeux. Il rajoute même des petites informations comme ici sur le prix de la seconde main, si vous vendez quelque chose qui est usé ou abîmé, ou alors si vous achetez un objet qui, en plus d'être dans un état normal, a été orné, a été décoré, a été peint, ça va influer bien sûr aussi sur le prix. Et j'ai trouvé ça vraiment très sympa de rentrer dans plein de petits détails comme ça, parce que moi je trouve que c'est quelque chose qui me sert tout le temps. Assez parlé des marchands, vous savez que j'ai un problème avec ça et que j'ai un problème avec les tavernes, mais du coup on en vient aux tavernes. Il y a par exemple ici une petite table aléatoire de ce qui peut se passer dans une taverne, sans que ce soit des choses complètement dingues, mais des fois ça permet de pimenter un peu. Et un peu partout dans le livre, il y a ce genre de petites tables, toutes simples et très sympas, donc c'est vraiment quelque chose qui peut vous amener à un renouveau. Vous avez aussi bien sûr des prix pour les hébergements en fonction du standing de la taverne. Si vous êtes dans un hameau ou si vous êtes dans une grande ville, vous n'avez pas payé la chambre de la même façon. Et ce sont peut-être tout à fait des choses que l'on trouve dans les livres de base de Donjons et Dragons, mais j'ai plus de mal à les y trouver. Je trouve qu'au niveau de la façon dont c'est agencé, je trouve plus facilement en fait mon information dans celui-ci. Certaines petites choses en plus sont ajoutées et ça peut aussi vous amener plein d'idées, comme par exemple ici vous avez un petit chapitre sur les maladies. Donc il y a des maladies qui sont liées à différents dieux, il y a des maladies un peu communes, des maladies graves, et ça aussi c'est quelque chose qui sert assez au cours de votre aventure, donc c'est toujours intéressant et ça vous donne plein d'idées, mais je dis trop que ça vous donne des idées, mais c'est le cas, que faire. Au niveau de ce qui vous est proposé à l'intérieur, que ce soit les objets ou les armures, les sorts, etc., on est sur d'autres choses que ce qu'il y a dans Donjons et Dragons. Et ça c'est chouette parce que ça vous permet de faire un petit peu un mix, de vous amuser, de des fois changer un petit peu d'air. Et ce que je trouve vraiment très sympa dans le solo, c'est que normalement, vous ne pouvez pas vous tromper au niveau de l'équilibrage. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui couac, que les ennemis sont trop forts, ou que vous êtes trop faible, ou même que vous êtes trop fort, c'est assez facile de rééquilibrer. Si un sort vous permet d'absolument tout faire tout le temps, vous pouvez très bien décider de le retirer.
ça n'engage que vous, ça n'engage pas toute une table, ça ne demande pas des discussions avec un MJ, et du coup, on peut un peu se faire plaisir de ce côté-là, essayer, expérimenter, et ça vous apporte plein d'autres idées, plein de petites choses à rajouter dans votre jeu. Alors concernant le tome 2 Grimoire, je peux pas vous en dire grand chose parce que je ne l'ai pas encore lu, la magie c'est pas ce qui me demande le plus de recherche actuellement dans le jeu, donc je me le suis un peu gardé en mode surprise de côté, mais en tout cas je l'ai feuilleté et il est vraiment encore une fois très très beau, et on voit assez facilement aussi les écoles de magie, enfin le type de magie que c'est, et c'est intéressant parce que du coup il arrive qu'on fasse des personnages qui n'en utilisent qu'une sorte ou certaines choses comme ça. Et là, c'est assez facile de le voir visuellement, et ça peut vous permettre de faire vos recherches un peu plus rapidement. Celui sur lequel on va plus s'attarder par contre, c'est Créatures. Et autant je n'avais pas spécialement besoin de monstres en plus, puisque je ne connais pas encore tous ceux de Donjons et Dragons, je suis loin de les avoir tous affrontés, je suis loin de les maîtriser, surtout que plus j'avance, plus je me rends compte qu'ils ont une sorte d'historique, qui sont capables d'être poussés bien plus loin que ce que propose le jeu, mais pour le jeu en solo, celui-là c'est une pépite et je vous montre pourquoi. Alors j'imagine que vous ne voyez pas super bien, mais c'est le sommaire, et ce qui est important ici, c'est la façon dont ont été rangés les monstres. Là où dans Donjons et Dragons on est vraiment sur un ordre alphabétique, qui est souvent très pratique quand on cherche un monstre en particulier, dans celui-ci on est plutôt sur la localisation. Et ce que j'aime particulièrement, ce sont les rencontres dans la Cité Franche, puisque c'est souvent les endroits où je vais traîner le plus souvent. Alors la Cité Franche, disons que c'est la capitale dans ce monde-là, mais en gros ça ressemble à une cité plutôt basique. Et là au niveau du classement, ça va être rangé selon, disons, le rang ou les occupations des différentes personnes, et là où Donjons et Dragons a tendance à vraiment ne mettre quasiment que des monstres, et des fois quelques potentiels alliés un petit peu tout fait. Dans Dragon, on va avoir tous les types de profils de personnages un petit peu classiques qu'on peut rencontrer. Si vous avez déjà joué en solo, vous avez sûrement eu une altercation avec des gens sans vous y attendre parce que une conversation dérapée, ou parce que vous avez eu un événement un petit peu forcé par le système pour vous dire qu'il allait se passer quelque chose, et je galérais quand même beaucoup à trouver des sortes de fiches personnages, mais de choses vraiment très basiques, et là je suis complètement servie. Le roturier que vous voyez par exemple juste ici, alors bon, celui-là, on est vraiment sur le paysan de base, il a 4 points de vie, donc ce sera pas bien dur, mais du coup vous avez quand même une fiche perso pour lui qui vous permet de faire un combat très très rapidement. Alors je vous avoue que 4 points de vie, même au niveau 1, bon, c'est un peu la blague. Après ça dépend de qui est votre perso, si votre perso est lui-même un paysan, finalement ça se tient un peu. Mais si vous avez un peu de sort, de pouvoir ou de choses comme ça, bon, ça va être un peu facile, mais rien ne vous empêche d'augmenter un petit peu sa vie. Et du coup, vous avez ce qu'il a comme arme, des choses un peu basiques. Ça vous évite de chercher, si vous générez un PNJ, qu'est-ce que fait son arme, combien elle fait de dégâts, ce genre de choses, c'est beaucoup plus rapide. Et ça vous amène vers d'autres types basiques de personnages comme le garde. Ça, il y a souvent des problèmes avec les gardes, enfin, bon, je sais pas pour vous, mais moi, je sais pas, on peut pas se piffer, il y a quelque chose, mais du coup, vous les avez tout de suite qui sont faits. Celui-ci, par exemple, il a 16 en classe d'armure, ce qui est beaucoup, il a pas énormément de points de vie, il a que 11 points de vie, mais il a une grosse classe d'armure, puisque il a une grosse armure, hein, logiquement il passe ses journées à monter la garde, et ça vous permet de développer votre aventure beaucoup plus vite. Vous avez aussi l'éclaireur, qui est bien utile, le chevalier, le vétéran, et même des personnages du coup d'un niveau qui sont un peu plus haut, comme là on a une gladiatrice, mais alors du coup elle a 112 points de vie. Mais c'est très logique, puisque vous n'allez pas affronter un gladiateur quand vous êtes niveau 1, ça va pas être possible, vous allez devoir fuir, et
je trouvais que l'équilibrage par rapport à ça était plutôt pas mal. On s'y retrouvait bien pour savoir si est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'il a l'air fort, est-ce que nous on gère. Et ça va bien sûr jusque au champion du roi et ses 225 points de vie, voilà, qui est bien plus compliqué et qui est souvent pas seul. Mais ça vous donne une bonne base. Vous pouvez bien sûr après assez facilement l'adapter, dire que voilà, vous croisez un autre type qui devrait avoir une force à peu près égale à un champion, ben vous pouvez utiliser directement sa fiche pour voir quel type d'attaque il pourrait faire et quelles sont ses statistiques. Vient ensuite toute une section où on recommence un peu avec ce même type de personnage, mais là on va être plutôt du côté des magiciens, ils ont appelé ça dans les laboratoires et les bibliothèques. Et c'est super chouette aussi, vous avez un barde un peu classique, un mage un peu classique, un archimage si vous êtes motivé, et bien sûr quelques monstres qui pourraient être dans ce type d'endroit. Il y a aussi une petite section pour les objets animés que je trouve très drôle, voilà. Après je pense que c'est beaucoup plus fun quand on est sur table et qu'on est surpris par le fait qu'un objet vous attaque que quand vous le cherchez dans le bouquin pour trouver quelque chose qui pourrait correspondre à votre besoin du moment. Mais voilà, ça a le mérite d'être plutôt rigolo. Ensuite on va aller un peu plus vite, mais c'est juste pour vous détailler un petit peu plus ma pensée par rapport à ça. On a tout ce qui est dans les ombres, comme ils l'appellent, donc c'est tout ce qui est les criminels, les sociétés secrètes, ce genre de choses. Assassins, maître assassin, tout ça c'est hyper utile si par exemple vous faites un solo et que vous décidez de jouer un voleur, vous allez obligatoirement squatter dans des groupes comme ça avec ce type de personnage et si vous avez le moins de problèmes et qu'il faut vous battre, hop, vous avez tout sous la main. Au niveau des animaux, ils ont aussi classé, par exemple ici on est dans la faune urbaine, donc vous avez voilà des chats, des chiens, ce genre de choses, des rats, des corbeaux, enfin tout ce que vous pouvez y trouver, c'est assez sympa. Alors pour ce type de classement là, finalement vous les trouvez aussi à la fin du livre des monstres de Donjons et Dragons, hein, sans problème, ils vous proposent à la fin des classements par niveau de monstres et par zone, qui sont très bien et qui me servent très souvent. Là c'est juste que vous passez de l'un à l'autre, vous n'avez pas besoin de changer de livre tout le temps, les deux ça marche bien pour ça. Donc voilà, ce qui m'a vraiment le plus servi jusqu'à maintenant, en plus des petites options rigolotes qui permettent de pimper son jeu, c'est vraiment ces fiches personnages ultra génériques, qui sont devenus des incontournables, hein, littéralement pour moi. Je vous présente très brièvement le 4e tome, hein, qui, comme les autres, est bien épais, qui donc va parler de l'ensemble de l'histoire de Dragon. Je ne vais pas trop pouvoir vous parler en détail de ce livre parce que je l'ai commencé pas récemment, mais je vais vous expliquer. En fait, tout est expliqué comme si ce professeur d'histoire vous faisait la leçon, que vous étiez un jeune étudiant. Et je trouvais ça très rigolo. Mais au niveau de ce qui est raconté, c'est assez lourd, il y a beaucoup de choses. Et du coup, moi j'ai tendance à lire le soir, quand les enfants sont couchés, quand c'est un peu calme. Et je vous avoue que, comme devant un vrai cours d'histoire, j'ai vite tendance à piquer du nez, ce qui fait que je n'avance vraiment pas vite. Après, c'est très intéressant et c'est aussi un très bon livre pour le solo, parce que au niveau des livres un petit peu comme ça, qui vous propose l'histoire d'un monde, la construction d'un monde, ce qui s'est passé dans les temps anciens, ça va vous permettre en fait de poser votre personnage au milieu et de jouer, et au fur et à mesure que vous avancez, d'utiliser un peu tout ce savoir pour générer les choses autour de vous. Ça vous permet de faire des aventures qui sont un peu plus complexes en termes d'environnement, en termes de relations que vous allez pouvoir avoir avec les PNJ, en sachant un petit peu les conséquences qu'ont vos actions. Vous ne savez quand même pas ce qui se passe dans l'aventure, mais vous savez que si vous rencontrez tel empereur, par exemple, ce sera quelqu'un de très antipathique ou très sympathique ou très engagé en fonction de ce que vous a raconté le livre. Je trouve ça assez positif quand on joue seul, d'utiliser des choses un peu préexistantes dans ce type-là, parce que ça va vous libérer un petit peu de toute la partie qui fait que vous générez les choses autour de vous. Autant vous allez toujours générer des petits PNJ que vous croisez, les événements, tout ce qui se passe, mais vous savez quand même où vous êtes sur la carte, vous savez que quand vous allez aller dans telle ville, les gens auront ce type de caractère-là, et ça c'est quelque chose qui est plutôt agréable. C'est un peu un mix, je trouve, qui est le mix qui marche mieux entre la campagne officielle
et le jeu complètement bac à sable. En faisant ça, vous gardez vraiment la liberté de mouvement, la liberté d'événement que vous n'avez pas toujours avec une campagne officielle puisque vous êtes obligé de tout le temps vous recadrer un petit peu dans les rails, mais vous profitez quand même d'une réflexion assez poussée qu'ont eu tous les gens qui ont écrit le livre. Et en général, c'est plutôt la régalade. On arrive du coup au bout de cette vidéo. C'est le moment un petit peu de tirer des conclusions et puis que je vous donne mon ressenti. Alors, vous avez bien vu qu'il est très très positif, tout simplement. Mais la question c'est, voilà, vraiment, est-ce que ça vaut le coup de s'intéresser à ces livres si on a déjà les bases de Donjons et Dragons? Et je vous dirais assez simplement que pour le solo, ça vaut vachement le coup. Après, si vous jouez sur table, ça va être une question de goût. Est-ce que vous avez envie d'augmenter un peu votre jeu, de rajouter de nouveaux types de créatures, de rajouter de nouvelles difficultés ou plus de hasard? Ça va être à vous de voir combien vous jouez au jeu, voilà, à quel point vous avez envie d'approfondir tout ça. En tout cas, la version à prix libre en PDF, ça peut être une bonne idée pour déjà un petit peu le lire, voir ce que vous en pensez avant de prendre des versions physiques ou tout simplement de rester dessus si vous préférez, même si la version PDF du coup, vu la taille, c'est un petit peu lourd à lire comme ça. C'est vrai que de pouvoir mettre quelques onglets, de pouvoir mettre un marque-page, ça aide un peu parce que comme vous le voyez, ça y va bien. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo où je vous donne mon avis vous a intéressé. Si vous en avez un aussi, que ce soit le même que le mien ou même complètement l'opposé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est toujours intéressant d'en discuter. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez me soutenir dans mon projet, n'hésitez pas à jeter un petit œil au PDF sur ma boutique, vous avez le lien en description. Comme toujours, pensez à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air et un commentaire si vous avez passé un bon moment. Et maintenant, je vous laisse jusqu'à vendredi prochain et moi, je retourne dans mon aventure.